Donc voilà, donc cours sur l'ECMO que Camille a créé et je vais présenter actuellement. Donc, pourquoi? La suite du cas clinique dont on a parlé ce matin. Donc le patient, vous vous souvenez, il avait un choc agénique, il était sous sinotrope, intubé, et malgré cela, il y a toujours des marbrures, toujours une hyperlactatémie, et il y a une dysfonction cardiaque importante. Donc, vous êtes au max des traitements médicaux et le patient, vous voyez bien, si on parlait de tout à l'heure comment dire, d'adéquation entre les besoins et ce qui est délivré par le cœur. Et là, vous voyez bien qu'il y a du lactate et des marbrures, donc c'est inadapté. Dans ce cas-là, il faut upgrader les thérapeutiques. Et donc, c'est une indication plutôt claire. S'il n'y a pas de contre-indication, c'est une indication plutôt claire à l'assistance circulatoire. Donc, c'est quand même une thérapeutique qui est assez finalement ancienne, mais qui finalement a été érodée au fur et à mesure des années. Initialement, c'était plutôt utilisé en pédiatrie. Et alors, il y a l'ECMO VV et l'ECMO VA. L'ECMO VV, c'est l'assistance respiratoire. L'ECMO VA, c'est l'assistance circulatoire, dont on va reparler après. Et donc, ça s'est implémenté sur on va dire, les 20-30 dernières années. Maintenant, c'est un peu quelque chose qui est de plus en plus rodé, avec de moins en moins de complications. Le matériel que Fabrice va vous détailler maintenant là, sur les différentes machines, bah, je te laisse, je te laisse y aller. Ça va. Alors là, vous avez ici la pompe centrifuge, d'accord? Et là, c'est un effet vortex, si vous voulez, c'est des ailettes qui vont tourner, entraînées par un électroaimant. Donc, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de contact mécanique. Pour ça qu'on peut garder ça pendant 15 jours, c'est même 3 semaines, le marquage, même plus si ça résiste. Donc, le fait, c'est que ça s'appelle le vortex, c'est comme ça tourne très vite, ça vous fait une dépression à l'intérieur, donc ça aspire, là, c'est du côté veineux. Et hop, et après, donc, par l'extérieur, c'est une pression positive, et là, c'est l'éjection, donc côté artériel, ou réinjection, si c'est une VV, TVN. Les canules, c'est ça qu'on vous a montré. Que ce soit en VA, en VV ou en VA, c'est toujours les mêmes canules. Ce qui va changer, c'est le site où on va les mettre. D'accord? Rapidement, hein, la VA, c'est la grande lavelle, on va vous la mettre donc à la bouchure amphémorale principalement. On va la remonter jusqu'à l'oreillette droite, de façon à maximiser le et la canule de réinjection, on va vous la mettre dans une artère. Ça peut être soit axillaire, soit fémorale, en fonction des besoins de l'intervention. Si c'est en VV, ça sera soit une réinjection en veine pulmonaire, et dans ce cas-là, on vous mettra une canule plus longue pour le système de drainage, tout simplement, c'est qu'il faut qu'on réinjecte au-dessus de l'aspiration, sinon c'est un cycle fermé, vous oxygénez pas le patient. Et si c'est en jugulaire, on vous mettra une canule comme ça dans la jugue, c'est ceux qui ont la grande, comme ça, et pour injecter côté veineux du sang oxygéné, comme ça on chante de la fonction pulmonaire. Le circuit que vous avez là, c'est des circuits qui sont, ils nous sont livrés comme ça, déjà montés. Nous, on n'a plus qu'à les sortir des boîtes, on les installe comme ça. Tout est déjà connecté, hein. Il y a juste quelques robinets, ceux-là qu'on rajoute. Mais sinon, c'est fait en salle blanche, de façon stérile. Et c'est des circuits qui sont traités, alors principalement ceux-là, ils sont traités à l'héparine de surface. Euh, c'est pour ça qu'on peut se permettre en urgence ou sur des tableaux un peu patients qui ont une hémostase très limite, de pouvoir partir directement en ECMO sans avoir besoin de faire des parines. Par contre, il faudra rapidement, après, surveiller les parines du patient. Vous avez ensuite la console. Donc, alors là, c'est la vieille console. Il y a ta diapo après. Non, c'est l'ancienne console qu'on avait, mais c'est le même principe, hein. Vous avez un potentiomètre, on va détailler un peu plus. Grâce à ce potentiomètre, vous pouvez mettre le nombre de tours minutes que vous voulez pour faire le moteur qui va entraîner, donc c'est là. Et on va mesurer, donc il y aura un capteur qui va mesurer le débit que vous obtenez. Donc la seule chose que vous contrôlez sur l'ECMO, ça va être le tour minute. Le débit, il va dépendre de le tour minute, mais également de la précharge et de la post-charge. C'est-à-dire comment vous drainez et s'il n'y a pas de producturation de pression à la réinjection. Donc, principalement, c'est la même chose. Là, c'est vraiment, il y a très peu d'alarmes, hein, c'est très succinct, une alarme de batterie principalement, et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est des chocs robustes qui marchent sur batterie. Voilà. Ensuite, vous avez une autre partie importante, c'est le mélangeur de gaz. D'accord, où là, vous pouvez juste gérer, alors on gère le volume d'air que vous voulez qu'il passe dans la membrane, donc l'oxygénateur, il est en photo, vous verrez tout à l'heure, et le pourcentage d'oxygène que vous voulez dans ce volume d'air.
D'accord? C'est ce qu'on va paramétrer. Juste une petite parenthèse, s'il n'y a pas de volume d'air qui passe, il n'y aura jamais d'oxygène qui passe. Donc voilà, principalement. Et ce sécréce, il est relié à l'oxygénateur par cette ligne verte qui est très importante, dont on parlera tout à l'heure, qui permet d'être connecté soit sur le mélangeur, soit sur le d'oxygène pour les transports. Voilà. Et, bah, après, il y a les consoles que, si tu veux, tu peux. Voilà, bon, rapidement, hein. Voilà. Et vous avez 4 types de consoles. Vous avez donc la Rotaflow, la première, qui était beaucoup plus robuste, mais ça pesait 24 kilos. C'est les premières qu'on a eues, donc on s'en plaint pas. Jusqu'à encore récemment, on les avait. Depuis un peu plus d'un an et demi, maintenant, on a la génération 2, la Rotaflow 2, qui sont beaucoup plus légères, c'est celle-là, qui marchent très bien, très fiables, et surtout, ils ont rajouté le capteur d'alarme de bulle et le capteur d'alarme de niveau, alarme de bulle et alarme de bus, excusez-moi, côté veineux, côté artériel. Et également, il y a plus besoin de mettre de pâte, parce qu'avant, sur celle-là, pour ceux qui ont connu les anciens systèmes, il fallait mettre de la pâte en permanence sur le capteur de débit. Quand ça séchait, ça se mettait en alarme. Il fallait vous appeler jour ou nuit pour aller remettre de la pâte. Avec ce système-là, c'est un capteur indépendant, tu vois. Il n'y a pas de plus besoin de pâte. Et voilà. Ensuite, vous avez la CardioHealth. C'est important dans les consoles parce que c'est des circuits un peu différents, notamment pour brancher sur la dialyse en continu dessus. Et vous avez celle-là, le CardioHealth. On est à l'extérieur. Vous la voyez un petit peu en réa. L'intérêt de cette console, c'est pareil, c'est le même laboratoire qui fait ces deux-là. C'est qu'elle est validée pour le transport en hélicoptère. Donc pour l'UMAC, alors à Bichat, on fait très peu d'UMAC. Par exemple, dès qu'il y a un déplacement par le SAMU, tout ça, on utilise ce système-là parce que déjà, il pèse que 12 kilos, je crois, la console. Et surtout, derrière, tout le système oxygénateur et pompe centrifuge est protégé par des barrières métalliques. Ce qui fait que même si la console tombe, logiquement, ça reste. C'est pour ça qu'on les voit que dans le transport. Et celle-là, c'est la Xenos, c'est la dernière. Vous la voyez très peu, on utilise beaucoup sur les graphes pulmonaires parce que s'ils ont remporté le marché il y a quelques années, on est obligé d'utiliser. Mais alors, elle a le même intérêt, elle a quand même un alarme d'air, elle a une pression comme le Cardioel. Le seul inconvénient, c'est que c'est une petite pompe centrifuge. Et là, celle-là tourne à 5000 tours pour faire un débit jusqu'à 5 litres. Et celle-là, on est obligé de tourner à 9000 tours, donc 2 fois plus, et du coup, il y a des vibrations. Et en réa, sur un patient qui est conscient, c'est très, très grave. Vous entendez tout le temps. On a déjà eu une ou deux. Ouais, de temps en temps, on sait que c'est, mais on n'a pas le choix. C'est quand vous en avez, c'est que voilà. Après, elles font très bien le boulot, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai joué avec le capteur de client, c'est pas. Alors, toutes les consoles d'ECMO, finalement, fonctionnent dans le même principe. On a toujours, que ce soit les nouvelles ou les anciennes, on a toujours le nombre de tours minutes qui est là. Donc, c'est celle qu'on va gérer par le potentiel. Ça va être un autre, c'est un autre, c'est un autre, d'ailleurs. Et là, vous avez le débit qui est mesuré. Et là, vous avez le débit qui est mesuré donc, par un capteur débit, qui est celui-là en général, ou d'autres, mais voilà, c'est le principal. Ce débit, vous allez voir, des fois, il peut fluctuer. Il va fluctuer. Nous, souvent, le gère, on le met à 1 litre en alarme, en dessous d'1 litre, et il va sonner. S'il y a besoin, on peut monter l'alarme, c'est pas un problème. Et ça va fluctuer. Ça, normalement, ça ne doit pas bouger. Et si ça bouge, c'est simplement que vous avez souvent un problème au niveau de la veine, principalement, vous avez la veine qui tape, tout ça. C'est souvent un problème d'aspiration. Vous avez au niveau de la dépression, vous avez une gêne. Soit il n'y a pas assez de volume, soit la canine veineuse, elle colle sur une paroi, dans ce cas-là, on gêne le drainage. Et du coup, comme je vous ai dit qu'on était dépendant sur le débit de la précharge, de la post-charge, là, c'est la précharge. Et du coup, comme il n'y a pas assez de volume, là, le débit ne va pas pouvoir injecter ce qu'on veut. Donc, elle a tout tourné à 2000, 3000, 4000, même vous allez augmenter le nombre de tours minutes pour améliorer le débit, et ça va faire que l'inverse. Vous allez augmenter la dépression dans le circuit, et du coup, vous allez faire que baisser le débit. Et c'est quand vous allez diminuer le nombre de tours minutes, donc vous diminuez la dépression,
Et là, vous récupérez un peu de volume, et ça, c'est clairement un problème de voléisme. Ça, il faut nous appeler en urgence. Oui, Non, pas, ouais. ouais, c'est souvent c'est ça. Voilà, voilà, on explique un peu le mécanisme, c'est voilà, en général, c'est un problème il faut appeler le réac, il faut gérer les choses. Souvent, vous avez pareil des capteurs. Alors là, celui-là, ça n'existe plus, mais vous avez juste des armes de batterie. Hein. Vous avez toujours 3 modes de batterie sur toutes les consoles. Vous avez quand la batterie est à pleine, quand la batterie est en cours de charge et quand la batterie est uniquement et n'est pas sur le réseau électrique. Elles sont toutes équipées d'une façon différente d'un voyant qui vous permet de voir d'un coup d'œil si vous êtes bien sur le secteur ou pas, ce qui est très important. Moi, avec les anciennes générations, c'était embêtant parce qu'on avait beaucoup moins de batteries qui étaient fatiguées beaucoup plus vite. Et on a déjà eu, lors d'un transport, une batterie qui nous a lâché. Donc là, il n'y a que la manivelle, hein, il n'y a pas rien de possible. Donc voilà principalement le type. Donc voilà, c'est la même chose, toujours pareil. On a toujours, donc, vous avez le débit qui est mesuré, toujours pareil. Et ça, c'est le tour de minute qu'on a mis pour avoir ce débit. D'accord? Toujours pareil, le tour de minute va dépendre du volume qu'on veut et aussi de la pression. Pareil, vous avez encore vous voyez, toujours le même principe, des capteurs, des voyants lumineux qui vous montrent qu'on est bien sur le secteur électrique. Et quand c'est là, c'est soit la batterie est en charge, soit on est directement sur la batterie uniquement pour un transfert. La seule nouveauté qu'il y a sur cette console-là, c'est l'alarme de bulle. Il y a une alarme de bulle côté veineux. On n'a pas, nous, parce qu'on n'a pas de capteur de bulle côté veineux, mais ça peut être intéressant dans certaines procédures. Et le capteur de bulle artérielle qu'on met, il va s'afficher. Par contre, on ne l'a pas servi à la pompe artérielle. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas servi au début de la pompe, c'est-à-dire que quand ça se déclenche, ça ne va pas arrêter la pompe. C'est parce que ce capteur de bulle, par exemple, peut arriver lorsque vous remplissez, peut-être violemment tout ça. Des fois, il peut y avoir des micro-bulles qui arrivent et normalement, la membrane n'est pas son objectif, mais elle fait comme ses filtres. Le problème, c'est si on vous laissait le capteur asservi à la pompe, ça arrêterait la pompe et l'effet serait, sans connaître le mécanisme pour repartir, ça serait un peu embêtant. Et voilà. Le cardio-help, même principe, elles sont toutes pareilles, hein, on vous les montre. Là, vous avez toujours le témoin de secteur batterie, toujours le débit, le nombre de tours minutes qu'on veut lui apporter. Il y a toujours un rappel, tout ce qui est écran tactile comme ça, s'il devait casser ou pas. Il y a toujours un rappel visuel en haut des secteurs si c'est branché ou pas. D'accord? Des fois, ça peut être. C'est pour ça que souvent, pour voir s'il y a la grande, comment dire, la grande panique lorsqu'on s'occupe d'un patient sous ECMO, c'est est-ce que je dois prendre les manivelles? Est-ce qu'un jour, je vais devoir prendre les manivelles? Les seules hypothèses dans lesquelles, on va le voir après, c'est très bien expliqué en diapo, où on est amené à mettre les manivelles, c'est soit l'écran est noir et ça ne tourne plus. D'accord. Donc là, on voit la tension qui chute, on se rend compte que l'écran ne tourne plus. Soit vous avez un écran qui fonctionne, mais là, vous avez le tour minute qui est à zéro et ça ne tourne plus. Et vous avez beau faire tourner la manivelle, et vous êtes obligé de vous êtes obligé de tourner le potentiomètre, ça ne touche pas, vous êtes obligé de prendre la manivelle. T'as Si vous déjà avez vu ça? Écran, machine qui fonctionne, mais plus de tour minute. Alors, Voilà, quand même c'est arrivé sur un capteur de potentiel, ce câble-là, qui était défectueux. Donc voilà, là par contre, on a plus de tour minute, ça ne tourne plus. Du coup, là, il faut prendre la manuelle. Maintenant, si vous avez un tour minute qui est affiché et que vous n'avez pas de débit, vous ne prenez pas la manuelle. Ça ne sert à rien. La pompe tourne. On ne ferait pas mieux qu'elle. Ça peut être un autre problème. Le capteur de débit, ça peut être plein de choses, mais c'est pas un problème Il faut juste arriver à s'habituer à cette. Même nous, hein, quand on arrive sur un accident, à quel moment est-ce qu'il faut prendre la manivelle? Pas, on voit un tour minute. On voit qu'il y a un débit qui apparaît, même qu'il y a une tension, des fois, hein, il ne faut pas se la passer. Voilà, si vous avez un doute, on plante. Alors, la tête centrifuge, on va passer rapidement. Hein, ce qui est important, c'est quand il y a un problème sur la tête centrifuge, c'est que ça va faire un bruit bizarre. Le bruit, c'est soit des petites microbules qui sont expresses dans un shaker. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, si c'est le cas, tu as pu prendre de l'air. Et dans ce cas, vous verrez des bulles ici, une zone blanche ici, et des bulles qui créditent. Donc, c'est qu'il y a un problème. Vous appelez. Et l'autre chose, c'est que des fois, elles sont mal enclenchées. Un petit clan ici, des fois, elles sont, comme c'est un aimant qui tire en lévitation, des fois, ça fait que comme la pompe n'est pas droite, du coup, votre tête, elle fait un mouvement bizarre. Et là, ça fait très bizarre comme bruit. Et dans ce cas, il faut nous appeler parce que ça peut vite abîmer la pompe et la casser. C'est très rare. C'est quand il y a un changement de. Ça se peut qu'on vous ait changé de membrane, que nous, on a mal fait notre travail, qu'on vous ramène une ECMO débulée, mais on n'a pas fait attention
assez d'éclipser, et ça peut être un signe. Mais une pompe centrifuge qui ne fonctionne pas, c'est simple, hein, c'est soit vous allez avoir là ici du blanc, que ça ne tourne plus, ça ne s'applique plus, soit des microbules là, soit un bruit bizarre. Mais il y a toujours c'est assez facile à s'enlever. Et dans les deux cas, on vous appelle direct, nous on touche à rien, il vous passe un coup de téléphone. Alors, ça dépend si elle tourne. Si elle tourne, Ouais. la membrane est bien, on va en parler, mais la membrane, elle est bien rouge, qui a une bonne tension, vous nous appelez, bien sûr, pour régler le problème. Si le problème est plus majeur, il faut appeler rapidement pour tenter, voir s'il y a. Dans le cas où elle tombe, on entend le Ouais. et qu'on voit visuellement que Ouais, effectivement, ça va c'est mal plus. tombé. Ouais, On ok. vous appelle, Ouais, on n'y va pas de notre. non, il faudra clamper, arrêter quelques secondes la pompe, il faudra remettre et peut-être la relancer. Alors maintenant, sur les anciennes, c'est arrivé, sur les nouvelles, on a beaucoup moins de soucis, mais on a toujours une pompe, ça peut arriver. Mais ça tourne quand même. Donc l'oxygénateur, alors là, c'est la partie fondamentale de l'ECMO, finalement, on en parle pas. Vous avez deux côtés, il faut le savoir. Vous avez le côté artériel qui est là, et le côté veineux qui est là. D'ailleurs, vous regardez les gradients de couleur sur un écran en réa, vous verrez une différence de gradient plus foncé côté veineux, plus rouge côté artériel. C'est important qu'il y ait toujours ce gradient. Alors, on le voit avec les lignes, hein, c'est plus visuel. On voit toujours, il faut toujours qu'il y ait un gradient de couleur sur un écran. S'il n'y a pas un gradient de couleur, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc, il faut alerter. Ça, par contre, c'est sur un problème d'oxygénation. L'ECMO aussi pouvait avoir des dépôts qui arrivent là et là, surtout sur les côtés. C'est des dépôts de fibrine et des dépôts de thrombus. C'est pas grave. C'est juste que la membrane commence à fatiguer un peu, mais en aucun cas, c'est une urgence. Enfin, il ne faut pas paniquer. Il faut juste surveiller un peu la dégradation. Et si on a le moindre doute sur la membrane, ben, il faut faire un gaz veineux et enfin, un gaz artériel, pardon, un gaz post-membrane. Et voilà, c'est une petite tubure qu'on peut faire. Et là, on va voir la PaO2 et la PCO2. Et nous, à peu près, on sait qu'une PaO2, quand on veut tester une membrane, on met la PaO2 à 100%, on met le sécréce à 100% des CO2. Et là, on surveille au bout de quelques minutes la membrane. Et si c'est inférieur à 150 de PaO2, là, ça peut être une indication à changer la membrane. C'est qu'elle commence à fatiguer. Ces membranes, elles sont validées pour 3 semaines maintenant. Mais là, avec le temps, au bout de 5 jours, 6 jours, la membrane est un peu moins performante. Elle baisse. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on soit obligé d'augmenter un petit peu la FiO2. Si vous êtes parti avec une FiO2 à 50, des fois, on est obligé d'augmenter à 55, 60, c'est normal. Si après la membrane commence à être trop fatiguée, c'est un outil de changement de membrane. Ce n'est pas non plus un geste anodin de changer. Et le risque aussi, c'est le risque d'embolie. Si vraiment vous avez de l'air, la membrane est tellement bien faite, si vous avez fait passer une seringue de 10 cc, vous allez avoir de l'air ici qui va arriver. Donc ça, c'est une urgence, parce que ça peut prendre de l'air, et après la membrane, c'est le patient. Donc pareil, le secret, ça on peut revenir dessus, votre FiO2 qui est là, et le volume d'air qui est là. Des fois, on est amené à faire des flushs, qu'on appelle, des rinçages de membrane. Quand vous avez des doutes sur la membrane, qu'elle est un peu fatiguée, tout ça, vous montez le balayage à fond à 10 litres pendant quelques secondes et ça vient permettre d'améliorer l'oxygénation. Je ne sais pas. Alors, on dit, des fois c'est recommandé. C'est recommandé, certains centres en font régulièrement, font un flush une fois par semaine. T'as déjà vu, Miguel? Ouais, mais c'est quand même assez dangereux Ouais, parce que ça fait des dans le variations de capnine. 4000. C'est ça, c'est pour ça que nous, on ne le fait pas systématiquement. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur une membrane pour cette opération, une nouvelle membrane qu'on a posée. Et, on m'appelle parce que les lignes étaient un peu noires, je sais que c'est la même couleur. Et en effet, je n'explique pas le phénomène, mais l'oxygénateur était neuf. On a fait un flush de quelques secondes et à nouveau, la membrane s'est mise à C'est fonctionner. quelques secondes. Ah non, quelques secondes, hein, c'est vraiment. Tac, tac. Ouais, c'est J'ai bien fait. 3-4 secondes, c'est juste pour rincer. Et on a récupéré l'oxygénation de la membrane, à nouveau un Ça gradient de marche. couleur. Simplement, Ça ça a duré 10 heures. Ah, Après, bah, 10 heures. Comment ça signifie que Mais la on le membrane savait, est voilà, on le Il y a savait. peu de temps. Du coup, on a surveillé. Elle l'a refait pour gagner du temps, mais il faut qu'elle. Fabrice, c'est quoi la règle par rapport à la ligne? Ah, C'est quoi la alors, règle? C'est le haut, le milieu, le dessous, parce qu'en vrai, en fonction des gens, tu peux avoir pour le balayage. Donc là, à droite, c'est la FMO2, donc c'est la FiO2 du respirateur mais sur la membrane, la FMO2. Et le balayage, c'est comme la fréquence respi. On en parle un petit peu après, mais plus c'est haut, plus c'est une fréquence respi élevée, donc plus ça baisse la capnie. D'accord? C'est équivalent. Du coup, ça peut aller jusqu'à 10. Vous avez la grande jauge à droite. Et après, ce que vous voyez à gauche, là, de 100 à 1000, en fait, c'est pas la même unité. Du coup, c'est de 0,1 à 1 balayage. ouais, sans oxygéner. Pédiatrique. Ouais, Nous, faut pas on est balayage. en train de mettre en place Ah, d'accord, ok. de mettre un petit débit parce qu'à des faibles débuts de balayage adultes,
Bah, en fait, parfois, ça nous est déjà arrivé, un ou deux patients, Si t'as d'être à zéro. si t'as un bailliage là, Ouais. bah, en fait, Mais après, tu peux te t'es obligé retrouver à de- quasiment Ouais, zéro parfois. ouais, C'est donc, c'est pas faut comme qu'on la en TVA, en met un là. Ouais. Mais du coup, Ça, c'est le haut, le milieu ou pas la vie. Alors, moi, je serais tenté de dire le milieu. Tout simplement, vous mettez une olive dans l'eau, voilà, et c'est la partie moitié de l'olive qui, normalement, va ressortir l'eau. Donc, je reste sur le Maintenant, c'est le là. milieu. Ouais. Voilà, c'est juste pour faire le schéma. Voilà, donc, mais après, c'est une imprécision complète. Hein. Mais alors, nous c'est vrai qu'en CEC, bon, c'est numérique, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas besoin d'une si grande précision. 1 litre 5, 1 litre 6, 2 litres, 2 litres 2, on n'est pas, voilà. Mais c'est vrai que pour la pédiatrie, ils n'ont pas le choix, par contre. Et vous, si en même temps, en effet, vous baissez 1 litre, en effet, en dessous d'un litre, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que nous, justement, par rapport aux accidents, on a tendance à pas l'utiliser pour une mauvaise compréhension de la pression. Si on est fait en dessous d'1 litre, ça sert à rien. Et c'est vrai que je suis assez étonné qu'il y ait plein de moniteurs, mais qu'ils n'ont pas toujours pas changé de mécanisme de manomètre. Tu l'as vu, Alors, on va en avoir. Ouais. Alors, les nouvelles ECMO, les nouveaux cardiologues qui vont arriver, ils ont un mélangeur de gaz intégré à la console et surtout, ça permet d'avoir une alarme. Parce que le sécris, le problème qu'on a, c'est que ça c'est très important, on revient d'un scanner, voilà, on revient d'un scanner, et nous, quand on arrive comme ça du scanner, hop, voilà, et on tourne là, j'ai des bouteilles normalement qu'on est censé avoir remplies. Alors, on va brancher nous, alors on revient d'une nuit de boulot, on va brancher les gaz sur le mur et on va partir. Du coup, nous, on aura quand même la bille là qui va monter, donc on aura de l'air qui va passer l'oxygène de nulle part, et on va partir, et du coup, la bouteille va s'arrêter aussi. De toute façon, on va désaturer, aucune alarme va sonner, parce qu'à part l'alarme du scope, mais c'est déjà trop tard, hein, il a déjà désaturé, mais elle, par contre, une ECMO ne sera pas identifiée s'il n'y a pas de gaz ou pas. Par contre, si on est bien branché sur le sécret, tout ça, s'il y a un capteur qui vous enlève de gaz de l'oxygène, par contre, vous allez entendre un sifflement. C'est le sifflement que vous entendez quand on rebranche les fluides, qu'on les débranche. Ça, par contre, il y a une alarme pour ça. Mais là, il n'y a aucune alarme. Donc, c'est pour ça que la seule alarme, c'est le contrôle visuel. Nous, quand on part, des fois, vous voyez revenir, parce que voilà, pour être sûr de voir que c'est bien branché là, et qu'il y a bien aussi de la FE2 et de l'air qui passe. Et ça, il faut le surveiller absolument. Tout retour de scanner, tout retour de bloc, toujours avoir deux regards. C'est un regard sur la ligne verte, on est bien branché sur le sécris, et en même temps, on jette un regard sur les canuts pour voir s'il y a un gradient de couleur sur les lignes. Et le deuxième regard, c'est voir si on est bien sur cette terre. C'est deux choses importantes. Et là, par contre, visuellement, bon, l'alarme, elle se met sur la batterie, mais voilà. Avec nous, on est content parce qu'il y a des perfus qui sont très disponibles. Mais ça nous est déjà arrivé une fois. Parfois, si vous êtes occupé, etc., il faut quand même que vous soyez. Mais moi, il n'y a jamais rien qui a sonné. Ouais. Oui, ça ne sonne pas. L'oxygène, le problème, c'est que c'est comme Ouais, je il y aura l'avais dit, rien, c'est pour ça il y aura que c'est rien. un peu attardé comme C'était pas au scanner. Il n'y a vraiment rien qui a sonné parce qu'elle avait 100% de sable sur le scope. Il a plus besoin Le de seul truc qui m'a alerté, c'est qu'elle a chuté sa femme et elle faisait jamais ça. J'avais beau augmenter la NORAD, ça marchait pas. Donc j'ai fini par faire un gage. Moi, 19 de PO2, je me dis bon. Et au final, qu'il y a le noir et tout. Et C'est très, hein, si vous avez le tuyau vert, Ça fait du temps. j'étais Ouais. avec le médecin, on ne voyait pas où était le problème. On a dû aller voir sur une autre ECMO. J'ai fait ah, le tuyau vert n'est pas là. Ouais, mais ça, Et en fait, la bouteille c'est pour ça que d'oxygène, c'était fini par se vider. non, mais je dis, hein, ça peut arriver. arrive assez fréquemment. L'erreur peut être humaine et même nous, on fait tout pour que ça n'arrive pas. T'es Fabrice, regarde. Non, mais toi, ne regarde pas, ne regarde pas. C'est clair. On n'a même pas vu les perfurés une fois qu'on a remis le tuyau la bonne Non, mais en place. plus, c'est très. En plus, l'oxygène, c'est vraiment très, très parce que j'ai vu dans la fiche, on va en parler, ça n'a aucun tout ça, mais c'est très parce qu'en effet, la saturation du patient ne va pas forcément, la situation que vous mesurez du patient n'est pas forcément sa réelle saturation du sang, parce que en fonction d'où est le capteur, en fonction de, voilà, et en fonction du type d'équipement que vous avez, en fonction de la fonction cardiaque, de la perfusion du poumon, vous pouvez avoir un OBA qui n'est pas du tout perfusé, et le haut qui reste encore bien perturbé par le cœur, parce qu'on a un poumon qui fonctionne bien, et le cœur qui récupère un peu. Mais voilà, c'est pas du tout, non, c'est vraiment important. Bon, le consomme va passer, ouais, il en faut pas mal. Ça, c'est pareil. Les témoins d'alimentation, on en a souvent parlé, je pense. C'est toujours pareil. Hein. Alors, l'utilisation de la manivelle, rapidement, hein, je rappelle, c'est lorsque le moteur ne fonctionne pas. Seul cas.
pour voir qu'un moteur ne fonctionne pas, c'est plus de 100 minutes. D'accord? Et la console est éteinte. Vous n'arrivez pas à relancer la console. C'est 2 cas où vous serez amené à utiliser la manivelle et après on rappelle et on va le rappeler après. C'est toujours pareil, même principe sous urgence. On appelle à l'aide. On pense toujours à clamper les lignes. Après, vous pouvez avoir si le patient éjecte encore pour avoir un backflow qui arrive. On inverse le sens. Hein? On est plus proche du patient. Enfin, vous allez voir. Enfin, je pense que- Ouais, pour le clamper. Ah bah, alors, c'est pour une question, c'est un circuit fermé. Donc, qu'on mette un clamp sur la veine ou l'artère, c'est pas grave. Nous, on préfère mettre sur l'artère un circuit qui porte mieux la pression que la dépression. Donc, on le met juste, et honnêtement, le plus proche au niveau de l'oxygénateur, c'est bien. Mais il n'y a pas de. Si vous voyez ça, n'importe quel clamp, vous mettez sur n'importe quelle ligne, tant que c'est des lignes de l'ECMO, ça va aller. Hein. Il y a pas de- Souvent, il y a 2 clans, Ouais. on en met un de chaque côté. Pour en mettre 2, mais si vous en mettez qu'un, c'est pas une faute. C'est pas, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est Ça, juste. c'est quand c'est un problème de moteur. Mais par contre, quand c'est décalé, etc., c'est plutôt Ah bah, il y a des autres cas de clampage. Non, même si Là, on même prend si t'as l'habitude des de dire qu'il cannulés, faut planter les deux. même si tu as des cannulés, tu mets un seul clamp, ça n'arrivera pas à vider Ouais, tu videras pas par un sens. C'est pas possible. Mais par contre, mettre sur 2 plans, c'est une sécurité. Oui. Voilà, c'est une sécurité, c'est pas grave. Si on a C'est des mal correct. plantés, en plus, c'est des plans en plastique, je veux dire, ils sont pas importants. Donc 2, c'est bien, il n'y a pas de souci. On clampe toujours les lignes, hop, l'oxygénateur va installer la tête sous préfuse, hop, sur la manivelle, et on continue, on verra. Si vous voulez, je sais qu'il y aura peut-être un. Tu le fais 2 mois après? Oui, je peux faire, je ferai tout ça. Et voilà, et après, quand vous redémarrez, il faut penser à quoi? Dès qu'on commence à manipuler, mais je reste dans l'urgence, comme je dis. Et dans ce cas-là, on surveille la pression du patient. C'est le seul, vous aurez plus il y a juste une démultiplication, là, vous verrez le tour minute en démultiplication. C'est le seul repère que vous aurez, mais le débit, on l'aura pas, hein. On n'aura plus de mesure. De Voilà. toute façon, c'est le temps de changer la. Exactement, je voulais dire. C'est rare, hein, c'est rare. Ça. En fait, je l'ai fait 1 ou 2 fois, je crois. Non. Ouais. Moi, le peu de fois que je l'ai fait, il fallait pas le faire. Ouais. C'est vrai? Jamais. Moi, j'ai jamais vu une cause en 20, plus de 20 ans. Une cause réelle de son égard. Donc, merci Fabrice. On revient sur un peu de théorique. Donc, les 2 types d'ECMO, on en a déjà, Fabrice a déjà balayé pas mal de choses, mais on va reprendre point par point. Donc, il y a l'ECMO VA, donc c'est assistance circulatoire, c'est pour remplacer le cœur, transitoirement, parce qu'on ne vit pas toute sa vie avec une ECMO. Donc, toutes les causes d'insuffisance terminale, que ce soit le choc cardiaque, comme on a parlé ce matin, Victor, avec l'infarctus, hein, en premier lieu, en plus fréquent. Chez nous, le post-opératoire de chirurgie cardiaque, les patients ont un remplacement de valve ou un pontage, et enfin, c'est en circulation extracorporelle qu'ils font les chirurgies, et bien cardioplégie, et en fait, en fin de bloc, le cœur ne pompe pas assez, donc on est obligé de mettre une circulation extracorporelle mobile, on va dire, pour le sevrage. Et après, l'arrêt cardiaque réfractaire, je dis c'est une niche, mais il faut quand même l'avoir en tête, parce que c'est une indication un peu particulière. L'ECMO VV, il y en a moins, c'est moins fréquent. C'est vraiment le poumon arrive au stade terminal de la défaillance, du syndrome de détresse respiratoire alvéolaire, le DRA, et sur des indications un peu précises, ou bien d'hypoxémie ou bien d'hypercapnie, donc des défauts de clearance du CO2, on met une ECMO véno-veineuse qui remplace le poumon. Quoi? En fait, c'est parce que en fait, la prise en charge du SDRA fait améliorer le traitement médical, que ce soit avec les curats ou le DD, les corticoïdes, tout ça, ça a amélioré, ce qui fait que il y en a moins fréquent que des infarctus, tout ça. Après, il y a des pandémies qui nous permettent de nous confronter plus à la machine. Mais sinon, tout va bien dans le service. Les échos VV, on a, pour apprendre les poches cardiaques ici, donc c'est un peu particulier, mais les échos VV, c'est quand même assez rare finalement. Ouais. Ouais. Tous les hivers, on en a quand même. Oui. Enfin, c'est par saison, quoi. L'hiver, on en a, Vous avez combien? mais moins que l'hiver. Ouais, on a une par mois, ou, enfin, c'est assez rare. Enfin, je ne sais pas tous les jours, mais c'est plutôt rare quand même. Je suis peut-être biaisé de nos expériences. Ça, le Covid, on en avait tous les services remplis, quoi, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Les sites d'implantation, tu en as parlé, Fabrice. Donc, en urgence, le fémoro-fémoral, facile d'accès, voilà, c'est ce qui est fait. On en parlera après, il faut faire attention au risque d'ischémie de membres. Il est aussi possible de faire en fémur axillaire, mais c'est une voie uniquement chirurgicale qui est fait parfois en post-opératoire, qui est plus physiologique parce que donc, vous aspirez le sang en fémoral et vous le réinjectez en artériel au niveau axillaire, ce qui envoie un flux, si vous voulez, dans le sens de la circulation physiologique. Parce que sinon, si vous renvoyez en fémoral, on va en parler après, ça fait un flux rétrograde. Donc en fait, votre cœur va pomper contre le flux artériel de l'écho.
D'accord? Ce qui, au début, quand le cœur est au tapis, pose différents problèmes et moins de problèmes. Et quand le cœur reprend, ça peut être difficile. Voilà, c'est des choses à gérer. Et du coup, l'axillaire peut avoir un intérêt physiologique, même si, je dis, c'est chirurgical, c'est particulier. Et puis, ça peut exposer à certaines complications. Vous imaginez bien, s'il y a mobilisation du bras et par mobilisation de la canule, il y a certaines complications locales. C'est moins répandu que là. C'est chirurgical, souvent c'est sur du post-opératoire, donc ça dépend des pratiques de santé, mais ici c'était fait avant, c'est moins fait maintenant. Voilà, Ça se discute, quoi. Voilà. Il y a des avantages et des il y a inconvénients. plus- il y a plus de peur de la mobilisation sur l'axillaire et c'est chirurgical, alors qu'on va le voir après, mais l'ECMO peut se poser en paroi percutanée, c'est pas forcément chirurgical. Les canettes sont plus petites, non? C'est ça que En axillaire, c'est Pareil. Oui, non, l'axillaire, c'est Pareil, c'est pour les jugulaires aussi. la véno-veineuse, donc c'est pareil, ou bien fémoro-fémoral, fémoro-fémoral, ou bien fémoro-jugulaire. Et dans les deux cas, comme avec les Fabry, il faut faire attention au risque de recirculation, c'est-à-dire quand vos canules sont trop proches, en fait, vous avez un circuit fermé, donc tout ce que vous aspirez, vous injectez, ça va dans la machine. Donc leur patient ne profite pas, donc ça va comme ça à chanter le patient. Donc ça, prendre en compte. Super. Ouais, les giboulées, c'est les giboulées. Donc, les types d'abord, on a dit ou bien chirurgical ou bien percutané. Chirurgical, possible, c'est ce qu'on voit le plus parce que on fait de la post-chirurgicale, mais notamment sur chirurgicale, les chirurgiens sont très disponibles. L'autre possibilité, c'est percutané, éco-guidé, et ou bien alors ça peut se faire, il y a à la riboisière, par exemple, les réanimateurs posent par voie percutanée. Sinon, il y a d'autres choses, c'est les cardiologues, sous scopie, écho, ils peuvent poser, et avec la même qualité, enfin, même, il n'y a pas l'apport chirurgical, donc il n'y a pas la grosse ouverture, donc ça a un certain intérêt. Et par scopie, peut vraiment vérifier le positionnement des canules, notamment la canule de reperfusion, vous voyez là, parce qu'il y a toujours une canule pour les ECMO-VA, une canule artérielle, une veineuse et une canule de reperfusion pour vasculariser le membre site de l'implantation, parce que sinon, il y a un vol vasculaire au niveau à cet endroit-là. C'est l'artère fémorale commune dans laquelle c'est canulé. Maintenant, même les chirurgiens posent en percutané. Hein. Ça, tu vois. Les Oui. chirurgiens posent en percutané. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu même en chambre où les chirurgiens ils posent en percutané. Après, quand c'est en post-cardio-automie, Ils essaient, enfin ça dépend de quel contexte. Ça dépend. Mais souvent ils posent en percutané parce qu'il y a moins de risque d'infection. Ça dépend. Oh non, c'est la majorité. Des chirurgicales, Ouais, en urgence, on va poser en percutané, artétanose, non, pour posement chirurgical du cerveau néoplaque. C'est les chirurgies qui sont pas sur chirurgical, sur la brutale, c'est qu'on a Chirurgical, souvent c'est en deuxième intention quand on n'arrive pas les trois temps, donc pause, la pause, on va voir le rôle des paramédicaux à ce moment-là, la gestion de l'assistance en tant que telle et après l'explantation. Donc souvent, la pause, c'est évidemment un moment un petit peu tendu, où voilà, faut quand même garder son calme et arriver à bien s'organiser. Et préférentiellement, on préfère mettre l'ECMO plutôt au bloc opératoire, pour des conditions d'asepsie notamment. Après, quand c'est pas possible, quand le patient n'est pas transportable, sous 20 et quelques milligrammes en noradré, ou le transport devient dangereux avec une risque d'arrêt cardiaque, c'est fait en chambre, alors, avec des champs, en conditions stériles au maximum, mais ça reste évidemment préférable de le faire au bloc opératoire. Et voilà. Le rôle, dans ces cas-là, c'est déjà de garder son calme. Alors, on peut le faire vigile sur les patients qui sont au calme, ça peut arriver dans des chocs cardiogéniques. Voilà, on fait de l'hypnose. Et sinon, sur patient sédaté, faut gérer l'hémodynamique parce que c'est un moment qui peut être un petit peu tendu, donc avec des remplissages suffisants, gestion des catécholamines. Si arrêt cardiaque, faut masser le temps que l'ECMO soit posé. Pareil, le rôle de l'AS primordial dans ce moment-là, notamment pour le massage cardiaque. Pour l'assistance, donc surveillance importante, c'est des patients très vulnérables, avec une machine supplémentaire qui nécessite pas mal de surveillance, qui est tracée. Vous verrez, il y a un petit cahier qui est posé souvent sur l'ECMO qui permet de tracer les paramètres à chaque tour de la machine, en plus de la surveillance, notamment du membre cannulé. Donc, on reparle en fait, votre surveillance, ça reprend en fait les différents éléments de la machine, plus le patient qui sera lui qui est l'autre bout de la machine.
Donc, il faut évidemment que le patient il soit stabilisé sur le plan tensionnel, ce qui peut vous amener à ou bien modifier les catécholamines, ou bien, après, en discutant avec nous, bien sûr, on bouge le débit d'ECMO pour que le patient soit bien vascularisé, qu'il ne soit pas marré, tout ça. Les canules, il faut toujours vérifier qu'elles ne soient pas coudées, elles sont fixées aux membres sur lesquels elles sont canulées, pas qu'elles soient coudées, il ne faut pas qu'elles aient des trajets un peu discornus. Et souvent, vous verrez, on met un drap sur l'autre membre. Après, les canules sont parfois posées en contralatéral, même préférentiellement. Mais sinon, on aime bien visualiser le trajet de la canule d'ECMO. Faut vérifier donc la différentielle de coloration des canules aussi. Si c'est la même couleur, il faut se poser des questions, notamment sur des défauts de membrane, comme on vient d'en parler. La membrane, donc la fibrine, c'est pas très inquiétant. C'est pas corrélé finalement à en fait, vous pouvez avoir des caillots en profondeur que vous ne voyez pas, qui ont un grand impact sur la qualité de la membrane. Et vice-versa, vous pouvez avoir de la fibrine qui se voit, qui en fait n'a aucun impact. Donc c'est un signal, mais ça s'associe à des défauts d'oxygénation que vous pouvez constater, une biologie en faveur avec des troubles de l'hémostase, et c'est l'ensemble qui fera penser qu'il y a un défaut de membrane. Il va juste de voir quelques caillots qui arrivent en fait fréquemment. La voie de reperfusion, je vous ai dit, pareil, il faut qu'elle soit bien visible, pas coudée, et il faut vérifier les pouls des deux membres, et d'autant plus du membre canulé sur la canule artérielle. C'est ça qui compte. Hein. L'ECMO VV, on peut toujours avoir des thromboses veineuses, mais du coup, vous aurez un membre plutôt gonflé, un peu bleuté. Mais le grand risque, c'est l'ECMO VA avec un défaut de vascularisation artérielle. Et donc, vous avez pour ça, il y a la température des membres, la coloration, et vous avez un Doppler pulsé que vous avez avec un peu de gel. Et à chaque tour, il faut contrôler ses pouls. Alors parfois, ils sont absents dès le début. Ce qui compte, c'est la dynamique. Voilà. Nous, parfois, quand on a des doutes ou quand il y a des arguments pour une ischémie de membre, on vérifie la perméabilité de la canule de reperfusion. Et après, on peut faire aussi un Doppler au niveau poplité pour être sûr que ça vascularise bien jusqu'au bout. Et si ce n'est pas le cas, en fait, il y a une indication à faire un scanner et vérifier qu'il n'y a pas une dissection ou un embol de fonctionnement. Là, donc, on en a parlé, à part exception, normalement, elle fonctionne, sauf thrombus, sauf la pompe, c'est assez rare. Et voilà, les autres patients, après, il y a les pupilles très importantes, c'est quand même des patients qui vont faire plus d'AVC ischémico-hémorragique, donc ils sont sédatés, parfois un peu trop sédatés. Et donc, les pupilles, c'est pas rare qu'à un tour du matin, on retrouve une anisocorie révélatrice d'une hémorragie cérébrale. Donc, ça, c'est pareil, à chaque tour, il faut le checker. Les hémocultures, pas forcément toutes les 24 ans, on ne le fait pas de façon systématique, mais vous imaginez bien que c'est des patients qui ont une circulation extracorporelle dans laquelle on contrôle la température, donc ils ne feront pas de fièvre, ils auront de base une inflammation chronique, donc c'est des patients chez qui le diagnostic d'infection va être très difficile à faire. Et le principal point d'appel d'une ECMO qui ne va pas bien, ça va être la chute tensionnelle. Mais du coup, maintenant, les émocs, elles sont plus quotidiennes? Non. Parce qu'avant, c'était quotidien. Enfin, C'est pas recommandé. C'est pas recommandé, et parce que tu détectes plutôt des colonisations que des infections. Ça te fait manipuler potentiellement, si tu les fais sur l'ECMO par ailleurs, ça peut être sur l'infection. Mais de toute façon, c'est sur point d'appel. Faut le faire sur point d'appel. Si les graves, il y a la noradée. Voilà. Parce que nous, quand je suis arrivé ici, c'était ECMO, c'est ECMO quotidienne parce que le réchauffeur peut masquer une hyperthermie. Mais maintenant, on a C'est beaucoup les habitudes, les gars. Pardon, c'est pour savoir, pardon, je suis pas d'avoir Non, c'est pas, vous n'aurez jamais d'enfer. Vous n'aurez jamais d'enfer parce que justement, c'est difficile à diagnostiquer l'infection par la température. Ouais. On ne aura jamais. C'est pas une faute, mais je vous dis juste que c'est pas recommandé de le faire systématiquement tous les jours. Voilà. Parce qu'on va surdiagnostiquer des trucs qui ne seraient pas forcément d'intérêt, genre des stades blancs qu'on retrouve tous les jours. Bah oui, mais en fait, tu manipules un truc qui est explosé avec un pansement, donc oui, peut-être à un moment, tu vas trouver les mêmes stades blancs plusieurs fois, mais s'il y a aucun retentissement en général, on en fait pas. Les complications, donc il y en a beaucoup. On va les retracer. Donc, dysfonction de la pompe, on en a parlé, c'est ultra rare. Et c'est surtout en fait un arrêt de machine sur un défaut de rebranchement secteur. Et c'est la seule indication d'utilisation de la pompe. On va le voir tout à l'heure. Comment faire. Mais la plupart du temps, ce à quoi on va être confronté, c'est la baisse de débit à tour minute constant, la baisse de débit. Comme on a parlé fermé, c'est sous réserve qu'il n'y ait pas de picature, des canules ou quoi que ce soit.
Notamment, vous avez le droit de mettre à 30 degrés les patients sous ECMO, hein. Vous avez vu la longueur des canules. Faut pas se dire qu'elles vont être picaturées, que ça va plus tourner. D'accord? Ça arrive parfois, rarement ça arrive. Dans ces cas-là, on peut les mettre en proclive. D'accord? Hein, oui, tu peux. Oui, tu peux. Mais parfois, oui, ça peut être mal reçu. Ils sont à plat. Les décos, vous verrez, beaucoup sont à plat. Il faut pas. Enfin, c'est un truc qui favorise les PAVM, c'est d'être à plat comme ça dans le lit. Donc, vous tentez le demi-assis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si c'est mal toléré pour une raison ou une autre, souvent c'est qu'il y a de l'hypovolémie en vrai, hein, plutôt qu'autre chose. Bah, vous faites le point, on en parle ensemble, et après on essaie de remettre assis. Si ce n'est pas possible pour une raison ou une autre, et qu'il y a vraiment un truc anatomique, on peut mettre en profil. OK? Donc, et donc, la plupart du temps, vous savez, on va parler de canal qui tête, donc ça se balance comme ça. C'est en fait, il y a un effet Venturi. L'effet Venturi, vous voyez, c'est quand il y a un flux de liquide, quel qu'il soit, dans un tuyau, ça va aspirer les parois. Et plus, en fait, comment dire, les parois vont se rapprocher, plus ça va se suctionner. Et donc, plus la volémie du patient va être faible, plus ça va se rapprocher, jusqu'à un moment de rupture où elles vont s'accoler. Et là, du coup, le débit va chuter. D'accord? Ça, c'est hyper classique. Bah, on le voit tout le temps au retour de bloc ou s'il y a une hémorragie ou un choc septique. Et dans ces cas-là, comme disait Fabrice, plutôt que d'augmenter le tour minute qui va aggraver les choses, parce que vous allez encore plus aspirer, encore plus suctionner, vous baissez au maximum, souvent on descend à 1 litre, le débit reprend, on remplit, enfin on vérifie que c'est pas coudé, on remplit, et après on réfléchit à la cause de l'hémorragie ou autre. Et après, ça se passe souvent. On essaie de retrouver après le débit maximal tolérable qui évite que le débit rebaisse. Et voilà. C'est le plus fréquent, hein. Et un autre truc, peut-être que on ne change pas le temps de minute trop vite. Enfin, je ne sais pas si vous faites ça encore, Fabrice, mais il faut éviter parce que ça crée, c'est vu que c'est une machine, enfin, on verra pas bien, enfin, ça peut créer des bulles. Je sais pas si Ah, vous avez une sur des pressions, c'est pour Ouais. ça, on appelle Manipuler doucement le tour, pardon. Ouais, c'est ça, une question trop importante, parce qu'on fait, ça crée un microbule. Enfin, ça, enfin, faut y aller doucement. Ouais. DJ. Non, on fait pas de- Parce que j'ai déjà vu hein, des gens qui tournent d'un coup et ça risque. Bon, en fait, tout le ce L'ischémie de membre dont on a parlé, les facteurs de risque d'ischémie de membre, c'est d'avoir pas de calcul de reperfusion, ce qui peut arriver quand elles sont posées en urgence et que c'est pas faisable au déchoc et tout. Il faut savoir qu'il faut le faire dans un second temps, hein, parce que c'est un des facteurs de risque les plus importants d'ischémie de jambe. Le fait que les canaux soient du même côté, ça favorise les ischémies veineuses, parce que vous avez les canaux qui sont collés l'une à l'autre et il n'y a pas de retour veineux est empêché. Et le fait d'avoir des thromboses canines par rapport au profil du patient. Et ça, voilà, c'est important de le prendre en compte et de le surveiller à chaque tour. Parce qu'on peut arriver à faire des amputations quand même, ou des anévrotomies de décharge sur les centres des loges. Enfin voilà, ça peut être assez enquiquinant. Thrombose de membrane, on en a parlé, ça se manifestera par, il peut y avoir de la fibrine, on en a parlé, mais c'est surtout en fait un défaut d'oxygénation, un défaut de décarboxylation. Donc vous allez montrer le balayage tous les jours, le CO2 va augmenter, la PaO2 va baisser, et après on va avoir des stigmates de CIVD, donc de consommation de tous les facteurs de coagulation sur la membrane. Et les patients vont saigner. Ça, c'est tout ça. Et donc après, on change la membrane, donc c'est pas anodin, ça peut être mal toléré. Donc vraiment, on clampe, on coupe, on remplace le circuit. Et donc, ça peut durer, il y a moins d'une minute en général. Oui, c'est les jeunes chirurgiens qui viennent faire un changement en bras. Mais ça se passe. Très bien. La CVD. Ils se retrouvent sans rien. Ouais. Alors, on a arrêt cardiaque là-dessus, donc c'est pas anodin non plus. La CVD, je vous ai dit, c'est souvent c'est sur une dysfonction normale, mais pas que, hein. L'ECMO, c'est une circulation extracorporelle, comme toute circulation extracorporelle, ça consomme les plaquettes, ça active la cascade de coagulation. Donc, ces patients qui saignent fréquemment, sachant qu'en plus, c'est des patients qui ont anticoagule, pour éviter les thromboses de circuit. Donc, là, ils sont très sujets à ça. Et cliniquement, les CIVD, ça te fait des espèces de petits pétichis. Je peux avoir un purpura, ouais. Un truc Ouais. aussi qu'on peut surveiller nous si le matin on fait la toilette et qu'on a des petits pétichis un peu violets un peu partout. Ça peut être c'est sympa de prévenir les médecins et tu rajoutes des monomères de fibrine. C'est un truc particulier, CIVD. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est un peu compliqué. Ça vous dit rien? CIVD, tout est dans le nom. Coagulation. Ouais, voilà. Et en fait, ça fait thromboser et en même temps, ça fait saigner. C'est la particularité de ça, c'est que c'est pour ça qu'il y a des pétéchis, il peut saigner et en même temps, il est en train de thromboser, soit sur sa membrane, en l'occurrence, soit dans le sepsis.
En fait, vos facteurs de coagulation vont être consommés à un endroit qui va créer la thrombose, mais ils seront plus à un autre endroit pour empêcher que ça saigne. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre un peu partout. On ne sait pas trop quoi faire, hein, Ça on marche. ne peut pas faire, on anticoagule, parfois on transfuse. Et voilà, c'est un peu difficile à prendre en charge. Si c'est asymptomatique, souvent on fait rien. Et par contre, on s'adapte aux symptômes. Si ça saigne, ben, on traite comme un saignement. Si ça thrombose, ben, on peut anticoaguler en fait. L'anticoagulation, donc on en a parlé, c'est une anticoagulation plutôt faible. Il y a même une étude récente qui montrait que les ECMO-VV, ils les anticoagulaient pas et ça se passait bien. On verra à l'avenir, mais en tout cas jusqu'à présent, on les anticoagule pour éviter la thrombose de membrane. Et l'infection de canule, c'est un diagnostic difficile. Il y a d'ailleurs peut-être un patient dans mon service qui en a une actuellement. En fait, vous imaginez bien, on a beau avoir des conditions d'asphyxie, mais c'est quand même des moments un petit peu tendus. Donc, le principe, c'est comme une infection de cathé, mais au niveau de la canule. Et la différence de l'infection de cathé standard, c'est difficile à changer une canule, contrairement à un cathé où on fait tic-tic. Deux, prélever une canule, c'est pas évident, il faut faire une instillation. Donc, faut prendre une aiguille, un cathlon, il faut le mettre en profondeur sous l'ECMO, il faut instiller du fil et le récupérer et le mettre en culture. Et trois, on en a parlé, c'est les infections, c'est difficile à faire le diagnostic chez les patients sous ECMO. Donc c'est souvent un diagnostic qui est un peu compliqué à faire et dont la solution, c'est ou bien, si on ne peut pas enlever l'ECMO, soit on change le site d'ECMO, on met des antibiotiques bien sûr, mais on change le site d'ECMO. Si c'est pas possible, on met un traitement antibiotique suspensif le temps d'enlever l'ECMO définitivement. Ça peut signer la fin de la vie d'un patient. Le KTA en artère radiale droit, petit quiz, vous savez, alors ceux qui sont du service, non, les jeunes, vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez qu'on met le cathéter artériel en radiale droite dans les patients qui ont une ECMO VA? Vous savez ça? Vous savez ou pas? Non. Non? Que tu sais, oui. Bon, on fait, Myriam, pourquoi on fait ça? Oui, et voilà, entre autres. Et globalement, vous imaginez, l'ECMO, elle est en fémorale. Vous envoyez votre sang artériel, notamment réoxygéné, par la voie fémorale. Et donc, il va réoxygéner tous les vaisseaux. Et les vaisseaux les plus loin, ça va être le sous-clavier droit. C'est le vaisseau qui va de l'artère qui va être la plus loin de lui. Et en même temps, c'est une artère qui va être la première vascularisée par le sang propre du patient, le sang qui sort du cœur. D'accord? Donc, le sang qui va être oxygéné par les poumons du patient. D'accord? Donc, en fait, vous voulez être le plus sensible sur l'oxygénation du sang qui sort du cœur du patient et qui donc provient des poumons, de l'oxygénation de la circulation pulmonaire du patient. D'accord? Et surtout parce que c'est le cerveau. Exactement. Parmi les vaisseaux qui vont être vascularisés, les troncs supra-aortiques, si vous ne détectez pas au plus précoce ce sang-là, quelle est l'oxygénation de ce sang-là, en fait, vous pouvez passer à côté d'un problème d'oxygénation des vaisseaux du cerveau. Dans le sens contraire, si on met le cathéter en radial gauche, c'est un sang qui va être proche de l'ECMO, donc en fait, vous allez avoir un sang hyper oxygéné, vous ne détecterez jamais rien. D'accord? Donc, si le patient reprend une activité cardiaque et qui délivre un sang qui est peu oxygéné au niveau pulmonaire du fait d'une infection, je ne sais trop, en fait, vous ne détecterez pas une hypoxie cérébrale. D'accord? C'est pour ça que c'est très important. Comme la SAT, vous verrez, on le met là ou à droite. Et donc, les causes d'hypoxémie sous ECMO, c'est complexe, on va faire les deux grosses causes et je vais faire assez simple. Mais la première, on va dire que c'est l'OAP. Donc, vous imaginez votre cœur ne pompe quasiment plus rien, sauf que vous avez eu l'ECMO. L'ECMO envoie un débit important à l'encontre. Et du coup, la poche charge du ventricule gauche est énorme. Et en gros, vous avez tout l'histoire des régimes de pression qui vont arriver, qui vont faire que la pression hydrostatique dans le poumon va être plus importante et le patient va être hypoxémique pour ça. Donc là, on essaie de baisser au maximum le débit d'ECMO pour baisser cette contrainte au niveau cardiaque. Mais parfois, on est limité, on a besoin quand même de laisser un certain débit sur l'ECMO. Et après, on essaie d'optimiser l'inotropisme du cœur. Donc, on met de la dobu. Et après, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et puis, on peut dépléter. Mais du coup, ça, c'est un truc important. C'est une cause très classique d'hypoxémie sous l'ECMO. Et l'autre cause d'hypoxémie, on a ça syndrome d'Arlequin, parce qu'en gros. Attends, pour noter, peut-être que juste pour des notions, les décharges, etc. Parce que parfois, on peut parce qu'on entendait souvent. C'est pour ça. Elles sont ici, c'est plus complexe, c'est le niveau au-dessus, mais je vous le dis alors. C'est parce qu'ils entendaient souvent, on discute de la décharge. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que je donc, toujours dans l'idée de. Vous êtes perdu ou ça va? Ça va. Ok. On va faire une préoxytotomie. Non, non, donc dans l'idée, en fait, il faut diminuer cette poche charge du VG. D'accord? Parce que vous avez, avec votre ECMO VA, c'est une énorme poche charge du VG. Le VG, il pousse avec sa peu de fraction d'éjection, il pousse contre énormément de résistance. Donc, vous voulez aider ça.
Donc, il y a plusieurs possibilités. Une classique qu'on peut utiliser, c'est un ballon contre-pulsion, on appelle ça. Donc, en fait, il y a un petit ballonnet qui va être situé dans l'aorte ascendante, qui va se gonfler et se dégonfler à des moments synchronisés sur la fonction cardiaque, pour en fait, au moment où il va se dégonfler, si vous voulez, ça va faire un appel de sang qui va permettre d'évacuer le sang du cœur. Et en fait, quand il va se gonfler, ça va renvoyer du sang, notamment au niveau des coronaires, à la diastole. D'accord? Donc, ça permet d'optimiser la diastole, la perfusion coronarienne en diastole, et ça baisse la fausse charge du VG en systole. OK? Ça, c'est le ballon de contre-pulsion. L'autre possibilité, c'est l'Impella. Ça, c'est une assistance mono-gauche, donc qui va passer, on va mettre en fémoral, qui va remonter jusque dans le cœur, qui va être une turbine qui va aspirer le sang qui est dans le ventricule et l'éjecter dans l'aorte ascendante. D'accord? C'est complémentaire, ça peut se mettre tout seul, mais c'est une assistance mono-gauche. On peut le mettre en complément, c'est l'assistance de choix en fait pour la décharge du VG dans ces conditions-là. Et donc voilà. Ici, ce qu'on fait beaucoup, c'est la canule, on peut faire la transseptale. Donc on peut mettre une canule qui va traverser les deux, qui va passer à droite, qui va traverser le septum interauriculaire pour aller dans l'oreillette gauche et aspirer le sang à cet endroit-là pour, si vous voulez, baisser la pression et faire une décharge à gauche. L'autre possibilité, c'est la cryoseptotomie, c'est de faire un trou juste entre les deux qui diminue la pression à gauche et ça va à droite. D'accord. Il est respiré dans les C'est réaspiré, t'as trois canules. Et l'autre, c'est de centraliser l'ECMO, ou de la mettre, on pourrait imaginer de la mettre en axillaire, que ce soit un flux, comme je disais, plus physiologique, ou la centraliser, mais c'est assez morbide de centraliser les ECMO, ça se fait, mais il y a une plus grosse mortalité. Donc là, on a dit l'OAP. L'OAP, c'était de l'eau, c'était la cause de l'hypoxémie. Dans l'Arlequin, on peut imaginer assez bien que c'est, imaginez plutôt un patient qui a une pneumonie, qui a une infection pulmonaire. Et donc, il y aura toujours un sang désoxygéné qui va venir du cœur, d'accord? On dit Arlequin parce qu'en gros, les patients sont bleus en haut, parce que les vaisseaux supra-aortiques sont vascularisés finalement par le cœur, d'accord? Donc, c'est le sang bleu qui est désoxygéné, et rouge en bas parce que c'est l'ECMO qui va apporter le sang, d'accord? Donc, c'est un peu l'Arlequin avec le bicolore. Et dans ces cas-là, donc, le cœur reprend une fonction, il envoie du sang qui est désoxygéné du fait d'une infection pulmonaire, par exemple. Donc là, c'est pas le même topo. C'est que si vous augmentez l'inotropisme cardiaque et tout, en fait, vous allez augmenter le sang désoxygéné qui vient des poumons. Donc en fait, là, on s'oriente. Ça arrive quand le cœur reprend une fonction. Donc c'est plutôt un problème qui s'évacue. Et c'est un peu enfin, c'est le problème et c'est la solution, c'est que le cœur reprend sa fonction, mais malheureusement, il envoie du sang qui est désoxygéné du fait d'un processus, on va dire, infectieux. Dans ces cas-là, bah, c'est une condition où on peut remplacer l'ECMO VA par une ECMO VV, en fait, si la fonction cardiaque est suffisante. Sinon, on met une ECMO VAV. Mais sinon, on peut mettre une ECMO VV et en fait, voilà, on substitue le problème. C'est pour ça qu'en ce moment, on met la même FiO2 et FMO2 parce que ça évite de passer à côté, enfin de s'artificialiser, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui sort exactement. On essaie d'estimer KT à droite, SAT et tout, mais bon, parfois on essaie de mettre la même chose pour éviter tout facteur confondant. Et pareil, sur les arlequins, pour revenir, il y a une technique qui est pas mal, c'est essayer de mettre le SAT aussi à droite. Une fois qu'on peut, patient infecté, tu as quelqu'un qui était initialement à droite, franchement, parce qu'il était infecté, on le met à gauche. Du coup, si vous avez un doute, capteur de SAT, ça marche bien. Des fois, on a 100% à gauche et on a 90 à droite, ce qui est un problème. Alors que, enfin, c'est le truc du harlequin où c'est vraiment bleu en haut à droite et On voit rouge. pas trop ça. On voit pas trop. Il faut pas que ça se voit. Ouais, faut que ça se voit. Mais ça peut être plus facile que ça. Et des fois, c'est important de laisser. Après, comme on dit, c'est le reflet un petit peu de ce qui passe aussi dans le cerveau avec les carotides. On voit le thrombocalcéphalique. Voilà. Petit. Ouais, juste un petit le transfert des poumons à Bichat, je vous ai amené à travailler dans le sens, c'est pas forcément vrai partout, je le fais toujours accompagné d'un perfusion. Pas parce qu'on fait mieux, mais parce que s'il y a un accident, s'il y a moins un circuit qui est abîmé, nous on a toujours un circuit qui est prêt dans le bloc. Il y a toujours un circuit qui est débulé, et donc c'est assez rapide ça, moins un circuit avec un qui fonctionne, et surtout, voilà, ça fait toujours des noms en plus pour aider, pour éviter que vous connaissez le transfert au scanner pour le TXR. Donc voilà, on a fait une checklist, mais ça, vous pouvez la garder après. Hein. C'est juste les checklists avant et après de partir pour penser à ne pas oublier. Et maintenant, c'est vrai que je vais aller rapidement là-dessus. Maintenant, c'est vrai que vous avez vos cahiers qui permettent en effet chaque retour de bloc, c'est important. Ça rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure sur la ligne qui est bien branchée, si la pompe est bien branchée. Donc, même nous, on fait de ça pour vérifier tout et tout.
Non, non, Venir à l'avance, qu'on prévienne à l'avance, ça c'est le truc important. bah, après, oui, parce que l'astreinte, quand c'est le week-end, on est d'astreinte, pas de garde. C'est une activité à connaître, c'est qu'on est chez nous. En fonction des temps de transport, ça peut être plus ou moins long. Donc, si vous avez en effet des impératifs, c'est juste pour l'organisation. Et des fois, on est déjà au bloc en train de vous opérer. On a une seconde liste d'astreinte. On a un deuxième collègue en deuxième liste. Et donc, on peut appeler, c'est quand même assez souple. À Bichat, j'avoue que là-dessus, le jeu est bien joué par tout le monde. C'est ce qu'on a. On est quand même, on a comme deux listes d'astreinte, c'est très rare. On est trois avec les Maastricht. Et donc, du coup, ça permet d'avoir régulièrement un café quand on a besoin, se poser comme en urgence. Voilà. Il y a ce délai, malheureusement, qui est compressible de 45 minutes, on va dire. Ça, voilà, si on n'est pas sur place, alors, heureusement, souvent, on a la chance de que c'est comme ça. Mais des fois, malheureusement, c'est stressant, c'est très attendre qu'on arrive. Mais ça n'empêche pas, si le chirurgien est là, déjà, il peut déjà prendre le ciel, il peut déjà prendre commence déjà à canuler. Hein. C'est le délai, mettre les champs, canuler. Et on va surtout aider à connecter la pompe et partir. Quand ça va mieux, du coup, c'est le temps de l'explantation. Bon, sans rentrer dans les détails, en gros, c'est le cœur qui reçoit une fonction suivante. On voit sur des critères cliniques, on baisse le débit d'ECMO progressivement au fur et à mesure des jours, et après on a des critères échographiques. On finit par faire un test de sevrage. Pour l'ECMO VA et VV, c'est pas les mêmes, bien sûr, mais il y a une phase en gros de 24 heures à la fin où on s'assure de la faisabilité de la chose. Euh, et voilà, et l'ablation se fait, l'ECMO VA, ça se fait au bloc, et la VV, ça se fait en chambre. Voilà. Quand les patients sont pas sevrables, du coup, ils posent la question, on va en parler après avec Mathilda, de la transplantation cardiaque, s'il rentre dans les critères. Quand c'est pas possible, on peut mettre des assistantes longue durée monoventriculaires. Et voilà. Donc il y a toujours une solution. Hein. La plupart du temps, on va dire des solutions. Donc, question, s'il est intubé et qu'on a sevré la ventilation avant l'écoulement, on n'extube jamais. Aussi, on peut. On Oui. on attend quand même les stanter avant d'extuber. Ici, c'est conseillé enfin, le moins de jours de ventilation, c'est compté. Après, c'est vrai que des patients rester allongés, alités avec l'ECMO, ne pas bouger la jambe, tout ça, c'est pas évident. Donc souvent, tu vois, avant d'excuser le patient, il y a toute cette phase-là. Et c'est vrai qu'ici, je suis pas sûr. On a posé des. Ça se fait. Oui, non, ça se fait, mais on On fait peut pas essayer. Il faut essayer. On n'en a pas fait 20 000 Tout le monde ne le tolère pas. Ils finissent tous intubés. Mais, ouais. Mais Bah, l'un ou l'autre, hein, il y en a qui font pause d'ECMO pour se laisser garder vigile. Après, voilà. ouais. Jour ou deux plus tard. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Dans l'un ou Les patients qui ont dans l'autre. un bas débit cardiaque ou même l'intubation entraînera un arrêt cardiaque, vraiment, on va la poser en chill, c'est vraiment hyper confort parce que tu mets l'ECMO et en fait, tu as voilà, ce confort-là de pouvoir intuber après si besoin dans de bonnes conditions. Mais ouais, excuser les patients sous ECMO, c'est vrai que ça se fait en théorie. Nous, on le fait peu parce qu'en fait, les patients qu'on réveille, souvent, il faut le faire. Il faut le réessayer plusieurs fois parce qu'on sait jamais. Des patients qui a du délirium au début et après, peut-être qu'il va être plus calme, il va comprendre les choses. Et limiter l'exposition à la ventilation mécanique, c'est toujours important. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'ECMO? Moi, c'est par rapport au clan. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut une voix clampée, que c'est un peu irréversible. On peut pas avoir des choses. Quand ça se. Tu fais le truc. Ouais, Ouais, je- mais ça sédimente rapidement dans la canule et. Même- Ça Ça, sédimente. c'est T'as un peu trop osé. En fait, c'est ça. Parce qu'il y a une ECMO qui est campée trop longtemps, le chemin. Mais non, c'est pas les quelques 2-3 minutes, non, c'est pas. Mais c'est vrai que. Il faudrait qu'ils s'arrêtent. Une ECMO campée. On s'est dit monter que je tourne à la manivelle, c'est dégueu, quoi, tu vois. C'est un risque, quoi, c'est vrai. Quand on clampe, tu peux partir des Vraiment, canons. je suis pas. Bon, c'est bon. Personnellement, j'ai jamais vu d'ECMO tombée. Pas brutalement. Hein. Il y a eu une seule, mais de temps en temps, c'est un accent spontané. Comme ça. C'est le seul cas, c'est pour vous dire que voilà, ça ne thrombosera jamais massivement. Hein. Par contre, en effet, les signes silencieux de thrombus, en fait, c'est quelque chose. Voilà.